On commence, si vous voulez. On y va. Monsieur Christophe Mileschi, quel Mileschi, c'est en italien. Mileschi, oui, pardon. Quelle a été votre première traduction et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Alors, ma première traduction, c'est publié chez un éditeur. C'est dans le cadre de ma thèse de doctorat, puisque en France, il y a une convention qui veut que quand on fait une thèse de doctorat sur des auteurs étrangers, on cite bien sûr les œuvres que l'on commente. On peut les citer en traduction française en donnant l'original en note, ou bien citer l'original dans le texte principal et donner une traduction en note. Donc il faut toujours donner une traduction, en tout cas des passages en langue étrangère, parce que l'idée c'est qu'une thèse, c'est un document qui peut être consulté par des chercheurs qui ne sont pas compétents dans la langue sur laquelle on a travaillé. Donc moi j'ai fait une thèse en littérature italienne, et j'ai cité le poète sur lequel je travaillais, qui s'appelle Dino Campana, et je voulais citer la traduction française qui existait, mais je me suis aperçu que la traduction était plutôt bonne, mais elle ne convenait pas à ce que je voulais démontrer, parce que quand vous voulez illustrer un phénomène littéraire ou stylistique dans le texte original, en italien, et que vous citez la traduction, dans la traduction, le phénomène, il a disparu, parfois. Je ne sais pas, si vous avez une répétition, par exemple, dans le texte originel, et que le traducteur a supprimé la répétition, alors vous ne pouvez plus utiliser la traduction pour illustrer ce que vous vouliez démontrer. Donc j'ai retraduit les passages qui m'intéressaient en citant toujours la traduction originelle et en disant que je l'avais modifiée. Et j'ai fait ça pendant toute ma thèse, donc pendant plusieurs années. Et à la fin, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de traduire, et surtout que de traduire, c'était un acte herméneutique, un acte d'interprétation du texte, que c'était une lecture du texte, que selon qu'on lit le texte d'une façon ou d'une autre, on va le traduire d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'ai trouvé, après avoir soutenu ma thèse, j'ai trouvé intéressant de traduire moi-même l'ensemble du recueil de poèmes, qui n'est pas un gros livre, hein, c'est un petit livre avec un peu plus de 20 textes en prose et en poésie et en vers. Et donc, j'ai fait une traduction que j'ai proposée à un éditeur qui l'a publiée. Ça, c'était en 1998, donc c'est ma première traduction professionnelle. Ce que j'en pense aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne traduction, parce que j'ai mis très longtemps à la faire. J'ai fait toute ma thèse pendant 5 ans sur ce poète. Donc pendant 5 ans, j'ai réfléchi à la poétique de cet auteur. Et ensuite, pendant encore 5 ans, j'ai réfléchi à comment traduire ces textes. Et je vous répète, les textes, ça fait 100 pages peut-être. Donc ce n'est pas un très gros livre. Donc Mais c'est de la poésie, non? Il y a de la poésie et du poème en prose, de la prose poétique. Donc j'ai mis 10 ans quasiment à traduire ça, en n'y travaillant pas tous les jours, mais en y travaillant régulièrement. J'ai été occupé par ce travail pendant 10 ans, et ça n'arrive jamais. Quand on fait de la traduction professionnelle, on n'a jamais 10 ans pour traduire un texte. Et en plus, en 2016, il y a 5 ans, j'ai publié une nouvelle traduction de la même œuvre que j'avais déjà publiée en 98. Donc, je me suis remis dessus plus de 15 ans plus tard avec une collègue, une consoeur, et nous avons retravaillé le même texte en ajoutant une cinquantaine de textes inédits. Donc, c'est une traduction sur laquelle je suis revenu 15 ans plus tard et que j'ai modifiée 15 ans plus tard. Donc, les deux traductions, à mon avis… Est-ce que vous avez dû changer beaucoup de mots, par exemple, parce qu'en 15 ans, on apprend beaucoup? Non. Non, parce que j'avais tellement travaillé déjà sur la première traduction qu'il n'y a pas de changement très spectaculaire. Il y a des petites retouches ponctuelles ici et là, des choses que je trouvais bien, mais qui sont meilleures dans la nouvelle version. Mais disons que la première version était tout à fait correcte. J'ai voulu la republier parce que je cherchais un éditeur qui avait un peu plus de visibilité. Et en l'occurrence, j'ai publié au Seuil, dans la collection Poésie du Seuil. Et donc, ça veut dire un tirage beaucoup plus important, un livre moins cher aussi. Mais voilà, donc ma première traduction, c'est une traduction sur laquelle je suis revenu et je l'ai fait une deuxième fois avec un regard extérieur. Intéressant. Et si vous me dites qu'une de vos premières
traductions a été des textes de poésie. Est-ce que vous avez une relation avec la musique? Oui, j'ai une relation avec la musique, mais c'est très confidentiel. Je sais, en tout cas, moi, j'adore la musique. C'est ma passion. Je ne savais pas que j'écris de la poésie jusqu'à que je m'ai mis à composer musicalement. En tout cas, ce que je voulais savoir, si vous avez un rapport avec la musique, vous connaissez los bloqueos creativos. Des fois, on se sent bloqué créativement. Est-ce que ça arrive aussi dans la traduction? Alors, dans la traduction, ça arrive, j'écris aussi, j'ai publié plusieurs romans, j'ai publié des recueils de poèmes. Ça arrive moins souvent en traduction que quand on écrit des textes d'invention. Parce que quand on écrit un texte d'invention, on peut avoir des idées, on avance, puis tout d'un coup, on ne sait plus très bien quel chemin prendre. Oui, totalement. En traduction, éventuellement, on peut avoir des inspirations moins fortes selon les jours, mais on a déjà un texte à partir duquel on travaille. Quelqu'un a déjà résolu le problème de la page blanche. Il a déjà résolu ses blocages. Et donc, on n'a pas du tout le même genre de blocage quand on est en traduction que quand on est en création, à proprement parler. Même si la traduction, c'est de la création. Mais c'est de la création à partir de l'inspiration de quelqu'un d'autre. Donc, on peut être plus ou moins inspiré, mais a priori, on n'est jamais vraiment bloqué, quoi. Ce qui arrive, par contre, c'est qu'on tombe sur un os, comme on dit en français, c'est-à-dire on arrive sur un passage ou sur une expression ou même sur un mot, et on ne voit pas comment on va pouvoir le traduire. On tourne en rond, on cherche, on laisse reposer, on y revient, on ne trouve pas. En général, on résout le problème, mais au moins une fois, ça m'est arrivé de ne pas réussir à résoudre le problème, même si j'ai laissé passer des semaines et des mois. J'ai parlé autour de moi, j'ai demandé des conseils, j'ai pas réussi. C'était un jeu de mots, et il y a des jeux de mots, on le sait bien, qui sont intraduisibles d'une langue à une autre. C'est bien sûr, oui. Euh, donc, quels sont les outils que vous utilisez en général? Bon, Alors aujourd'hui, à 99%, j'utilise tous les outils qui sont sur Internet. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'avais des outils papier qui étaient le dictionnaire encyclopédique Larousse, le Grand Robert en 6 volumes, l'Encyclopédia Universalis en 25 volumes, j'ai oublié, le dictionnaire des synonymes, le Grévis sur les règles de grammaire, d'accords, etc. J'en oublie, d'autres outils du même genre. Aujourd'hui, je les ouvre très rarement parce qu'on trouve tout ça, l'équivalent de tout ça, et encore d'autres choses qui n'existent pas en version papier, on trouve tout sur Internet. Donc, il est très rare que je me lève de mon bureau pour aller regarder dans les outils papier aujourd'hui. Mais je les ai conservés parce qu'ils m'ont été très utiles pendant très longtemps et que parfois, ils me sont encore utiles parce qu'on trouve tout sur Internet, mais parfois, on ne trouve pas si vite que ça, alors qu'avec le dictionnaire en 3 volumes, en 6 volumes, j'ouvre, je vais par ordre alphabétique et je trouve tout de suite. Mais disons 99% des fois, peut-être même un peu plus, j'utilise les outils sur Internet. Et est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de faire des traductions sans utiliser des dictionnaires, des logiciels? Est-ce qu'un bon traducteur peut arriver à ce niveau-là Non. 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 C'est presque inhumain, non? C'est presque une imposture de faire croire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que le fait qu'en France, dans les examens, les étudiants n'aient pas d'outils, c'est une fiction en fait. On les met dans une situation impossible, qui n'est pas du tout professionnelle. Aucun professionnel ne traduit sans outils, ça n'existe pas. Moi, je vais quand je traduis, et pourtant j'ai quand même une expérience de la langue italienne, la langue française, de la traduction. J'ai une pratique longue, parce que je suis traducteur littéraire depuis un peu plus de 20 ans. Mais avant ça, j'ai été professeur de traduction, j'ai été étudiant, j'ai fait de la traduction privée pour des entreprises, j'ai fait de la traduction juridique. Bon, ça fait
40 ans que je fais de la traduction. Et donc, je devrais dire maintenant, je connais vraiment très bien les deux langues. Je n'ai pas besoin des outils la plupart du temps. En réalité, ce qui se passe, c'est que je les consulte peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Encore plus Avec les aujourd'hui. facilités, claro. Avec Parce que ça va, Internet. parce que ça va très vite de consulter et parce que plus on sait de choses, et plus on se pose de questions en réalité. C'est quand on est un peu ignorant qu'on ne se pose pas de questions. Mais dès qu'on commence à connaître beaucoup de choses, alors on connaît beaucoup de questions. On n'a pas forcément beaucoup de réponses, mais on a beaucoup de questions. Et donc, oui, plus ça va, et plus je consulte les outils pour traduire. Et dire qu'on pourrait faire une traduction sans outils, oui, on peut, bien sûr. Je pourrais tout à fait traduire un roman italien sans regarder aucun outil. Je connais très bien la langue italienne, je connais des tonnes de mots, et même un mot que je ne connais pas, je le comprends dans le contexte. Mais ce serait extrêmement malhonnête parce que d'une part, il y a les mots, il y a les nuances stylistiques et puis il y a les références culturelles et on ne sait jamais tout. Hein. Même si on connaît très bien un sujet, on est toujours plus ignorant que savant sur les sujets qu'on connaît. Tout à fait. Donc, surtout pas de traduction sans outils, ça n'existe pas. D'accord. Et est-ce que vous avez, bon, j'imagine que vous lisez beaucoup, mais est-ce que vous êtes vraiment, vous avez une routine de lire tous les jours une demi-heure? Mon père a toujours insisté à l'importance de lire, que c'est ça ce que aide à quelqu'un à bien écrire, à bien parler. Oui, Donc, votre père a parfaitement raison. Pour écrire, pour parler, je ne sais pas, parce que c'est autre chose. On peut être très très bon en lecture, avoir lu énormément de choses et être très mal à l'aise à l'oral. C'est deux compétences différentes. Et on peut être très à l'aise à l'oral et être et ne analphabète. pas écrire, claro. C'est vraiment deux compétences différentes. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'écriture, et donc de la traduction, parce que la traduction fait partie C'est de de l'écriture. l'écriture, c'est de l'écriture, il est évident qu'il faut avoir une pratique suivie, abondante, régulière de la littérature, de la lecture. Il faut se confronter à des mondes littéraires différents, à des époques différentes, à des univers différents, à des langues différentes, parce que même si on lit en traduction, la littérature russe, même traduite en français, c'est pas pareil que la littérature espagnole traduite en français. C'est des univers différents, même si c'est la même langue. Donc, Elle je pense procède d'une autre culture, donc absolument, forcément. ça ouvre d'autres mondes. Donc, je crois qu'il faut absolument beaucoup lire. J'ai toujours beaucoup lu depuis très très longtemps, depuis tout petit. J'ai toujours adoré la lecture. Par contre, j'ai pas une routine. Je suis pas quelqu'un de très discipliné dans l'organisation de mes semaines ou de mes journées. J'avance un peu au coup par coup ou au cas par cas. Et donc, il y a des jours où je vais lire 3 heures, 4 heures. Il y a des jours où je vais lire un quart d'heure. Il n'y a pas beaucoup de jours où je ne lis pas du tout, effectivement. Hein, je lis un petit peu tous les jours, euh, un peu de tout. J'exclus le journal comme ne faisant pas partie de la lecture, bien que ce soit de la lecture. Mais je lis un peu de littérature tous les jours et parfois j'en lis beaucoup. Je lis en général le soir avant de dormir. Rituellement, il faut que je lise avant de dormir. Même si je me couche très tard, fatigué, il faut que je lise au moins un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant de pouvoir dormir. Donc oui, j'ai un rite qui est le rite du coucher. Et en dehors de ça, dans la journée, il m'arrive de lire à d'autres moments, d'autres choses, bien sûr, oui. D'accord. OK. Donc, quel domaine en traduction avez-vous exploré et quel est notamment votre préféré? Alors j'ai traduit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai traduit pour la justice pendant une douzaine d'années comme expert judiciaire quand je travaillais à Nancy. J'ai traduit pour des partenaires des entreprises privées, pour les conseils généraux ou régionaux, je ne sais plus, pour la chambre de commerce. Enfin, j'ai fait de la traduction économique aussi. Même époque, c'était dans les années 80, début des années 90. Et puis ensuite, j'ai laissé tomber. Je me suis mis à faire de la traduction littéraire, ou disons pour de la littérature classique, y compris des essais. Et j'ai traduit des essais, des nouvelles, des romans. Et petit à petit, mon choix s'est fait. Je traduis aujourd'hui exclusivement, presque exclusivement, de la littérature, roman et un peu de poésie. Mais surtout de la fiction littéraire. OK.
italienne vers le français. Italienne vers le français. J'ai aussi traduit un recueil de poèmes du portugais vers le français, d'un auteur portugais brésilien qui s'appelle Lucchesi. Il a un nom italien, mais son recueil est écrit en portugais. J'avais le projet de traduire un texte de l'espagnol de Felipe Noé. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste argentin qui est le père du cinéaste Gaspar Noé. Qui s'est établi en France il y a longtemps, peut-être même qu'il est né en France, Gaspar Noé. Mais donc son père Felipe a écrit un essai très intéressant, mais qui n'a jamais été traduit, qui s'appelle Controestetica. Et je l'ai proposé à un éditeur, il n'en a pas voulu. C'était il y a au moins 10 ans, et puis j'ai pas que ça à faire, donc je n'ai pas insisté. J'aurais pu chercher quelqu'un d'autre. Pour l'instant, c'est resté en l'état. Donc oui, pour l'essentiel, je traduis depuis l'italien. D'accord, très bien. Et combien de lectures vous conseillez de faire avant de dire « Ok, cette traduction est prête Ben, c'est difficile de dire ça parce qu'il y a plusieurs méthodes. J'ai des amis traducteurs qui font une première version sans trop réfléchir aux solutions, en essayant de faire une traduction littérale, même si ça ne veut rien dire ou c'est pas joli du tout en français. Donc, ils font un premier jet sans réfléchir et après, ils reviennent dessus et ils nettoient et ils l'améliorent en la relisant. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je fais une première version qui est quasiment définitive. Donc, si j'arrive sur un passage où je n'arrive pas à résoudre, je m'arrête et je n'avance plus, comme si j'avais un mur devant moi. Tu prends Je n'avance pas tant que je n'ai pas résolu ça. Donc, s'il faut que je reste bloqué pendant une journée, ben, je reste bloqué pendant une journée sur ce point. Et tant que je ne l'ai pas résolu, je n'avance pas dans la traduction. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'avance dans la traduction et je laisse derrière moi un état du texte qui est quasiment définitif, sur lequel je vais revenir avant de l'envoyer à l'éditeur. Mais en gros, ça va être plutôt pour chasser les coquilles, éventuellement changer un petit mot si j'ai laissé un point d'interrogation parce que j'ai un doute. Mais je n'ai pas besoin de faire 36 relectures parce que j'avance pas très vite dans la traduction, mais de façon définitive, au fur et à mesure. Alors, il m'arrive de revenir en arrière parce que vous avez traduit un mot d'une certaine façon, page 2, et puis vous retrouvez le mot page 48, et en fait, vous comprenez que non, le mot que vous avez mis page 2, il convenait page 2, mais page 48, le mot, il prend un nouveau sens, il faut changer la traduction, donc il faut revenir en arrière et modifier la traduction qu'on avait faite page 2. Donc ça, bien sûr, ça arrive. Donc, c'est jamais définitif. Quand je traduis, ce n'est pas définitif tout de suite. Mais disons que c'est un état du texte qui est quasiment fini, qui est abouti pour moi. Donc, je passe beaucoup de temps au début à trouver la tonalité, à trouver l'univers de l'auteur, dont, bien sûr, j'ai lu intégralement l'œuvre au moins une fois avant de commencer à traduire. On ne peut pas commencer à traduire un livre, sauf peut-être un mode d'emploi de faire à repasser, mais ce n'est pas un livre. Si on traduit de la littérature, il faut d'abord qu'on ait lu toute l'œuvre qu'on va traduire avant d'écrire un seul mot de traduction, à mon avis. Sinon, ça n'a pas de sens. Même il faut comprendre le texte entier. Absolument, il faut tout à fait savoir, justement à cause du risque que le mot page 2 prenne un nouveau sens page 48, et encore un nouveau sens page 145, et qu'il faille revenir plein de fois en arrière. Donc il faut connaître l'univers poétique littéraire de l'œuvre avant de commencer à traduire. Après, il y a d'autres gens qui ne font pas comme ça et qui peuvent faire 2-3 relectures de leur propre texte pour l'améliorer en plusieurs fois. Il n'y a pas de technique qui soit meilleure qu'une autre. Chacun doit inventer sa propre façon de travailler, ben, bien sûr. Voilà. Et est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans l'état qu'on est, de vivre en traduisant? Alors, il y a des gens qui y parviennent. En France, il y en a. Au début, ce n'est pas facile du tout parce que ça ne paye pas si bien que ça. Ça prend du temps. Et pour gagner sa vie correctement, il faut traduire au moins 5-6 livres par an. Ça veut dire un livre tous les 2 mois. Un livre de 200-300 pages tous les 2 mois, c'est quand même pas de la tarte. Ça veut dire qu'il faut y aller. Il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche. Est-ce qu'on peut en vivre? Oui, on peut en vivre à terme. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas, tiens, demain, je décide que je vais vivre de traduction. Ça prend des années pour se faire connaître, pour avoir un réseau, connaître des éditeurs qui fassent appel à vous.
qu'ils soient attentifs à votre travail, qu'ils aient envie de vous faire travailler. Il faut qu'ils reconnaissent que vous faites du bon travail. Donc, ça prend du temps. Moi, je pourrais vivre de traduction aujourd'hui, je pense, mais je trouve ça relativement ingrat parce que pour faire 5, 6, 7, 8 livres par an, il faut accepter d'en faire au moins 4, 5, 6 qu'on n'a pas envie de faire. Qu'on fait parce qu'on a besoin de payer son loyer, pas parce qu'on a envie de le traduire. Or, pour moi, la traduction, comme mon activité principale alimentaire, c'est le travail de l'université. Alimentaire, mais c'est un travail que j'adore, mais c'est ça qui me permet de payer mon loyer et de faire mes courses. Pour moi, la traduction, c'est une sorte de paradis. C'est un monde… détente créative. Détente créative, exactement. Passion. Absolument. Détente créative et passion. Je ne fais pas de traduction de textes qui ne m'intéressent pas. Ça m'est arrivé une seule fois parce que j'étais en congé sans solde et j'avais besoin d'argent parce que j'étais 6 mois sans salaire. J'avais choisi de m'arrêter pendant 6 mois. Et donc, j'ai accepté une traduction qui m'ennuyait et que je n'aurais pas accepté en temps normal. Mais sinon, tous les textes que j'ai traduits, y compris des textes qui paraissent anecdotiques, des essais sur Jules César ou sur Jésus-Christ, sur Pline l'Ancien, des choses comme ça, sont des textes que j'ai traduits parce que je les trouvais intéressants et que j'avais plaisir à les traduire, que j'avais un vrai plaisir à prêter ma langue à l'auteur du texte en langue italienne. Donc voilà, il faut bien réfléchir quand on décide de vivre de quelque chose, ça veut dire qu'on va s'attacher très fortement au travail qu'on aura choisi. Donc il faut être bien sûr qu'on est prêt à le faire comme quelque chose qui n'est pas que du plaisir. Hein. Si vous traduisez 10 romans par an, ou 8 romans par an, ou 6 romans par an, vous êtes certain que vous n'aurez pas 6 romans, ou 8 romans, ou 10 romans qui vous plaisent vraiment, quoi. Vous allez traduire des choses que vous n'aimez pas, et vous devez quand même les traduire parce qu'il faut bien manger. Donc moi, je n'ai pas fait ce choix-là, je n'ai pas eu envie de faire ce choix-là. C'est un peu pareil pour les gens qui vivent de théâtre, par exemple. J'en connais beaucoup. De la musique ou de la musique. J'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai vu des gens qui ont décidé de vivre de théâtre, qui ont été obligés de faire de la publicité pour des croquettes pour chiens ou pour des couches culottes, alors que c'était de très belles comédiennes ou de très beaux comédiens, parce qu'il faut bouffer. Donc, aller faire de la pub pour les couches culottes ou des croquettes pour chiens par amour du théâtre, il y a quelque chose de paradoxal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Voilà. Tout à fait. Et alors, autant que traducteur, si vous êtes confronté à une erreur de la part de l'auteur original, qu'est-ce que faites-vous? On avait parlé du texte cible. Oui. Là encore, comme toujours en traduction, il n'y a jamais de réponse unique aux questions. Moi, j'arrive jamais à dire voilà ce qu'il faut faire dans tel cas. C'est toujours en fonction du texte que j'étudie. Si c'est, alors voilà les idées qui me viennent. Si c'est le texte d'un auteur vivant, j'essaye de contacter l'auteur. Ça m'est arrivé. Je sais plus, c'était un groupe musical. Mettons les Beatles. Bon, les Beatles, c'est facile, c'était évidemment pas les Beatles. Mais c'était un groupe connu en Italie, pas connu en France, et la personne disait les 5 musiciens des Beatles. Et là, je me dis, mais non, ils sont 4 les Beatles, ils ne sont pas 5. Alors, c'était pas les Beatles, hein, c'est juste un exemple. Donc, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, tu as écrit les 5 Beatles, mais ils étaient 4. Et elle m'a dit, oui, c'est une erreur, il faut corriger. Donc là, j'ai corrigé parce qu'elle m'a dit que c'était une erreur. Elle aurait pu me répondre, non, c'est exprès. Je voulais perturber le lecteur. Donc, j'aurais laissé. Si elle était morte, si l'auteur est mort, on peut écrire à ses ayants droit, s'il en a. S'il est mort il y a 20 ans, il a encore des gens qui s'occupent de son héritage. Ses enfants, ses petits-enfants, son frère, sa sœur, bref. On peut essayer de les contacter, si on les trouve. Si l'auteur est mort il y a 100 ans, alors là, on est tout seul devant le texte. Il faut qu'on décide, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est fait exprès? Si c'est une erreur, il faut qu'on décide si on la corrige ou si on la laisse. Éventuellement en mettant une note pour dire
il y a une erreur dans le texte, un sic entre parenthèses, par exemple, qui dit bah, c'est bien comme ça dans le texte. Et évidemment, en dernier lieu, il faut discuter avec l'éditeur, parce que c'est l'éditeur qui peut décider, on va corriger ou on va laisser les erreurs. Si les erreurs veulent dire quelque chose, si elles sont significatives de quelque chose, par exemple, un passage dans un roman espagnol, un passage en français, et puis il y a des fautes de français, parce que l'auteur, il connaissait le français, mais pas si bien que ça, il a oublié les accents, par exemple. Il a fait des fautes d'accord. Est-ce que je dois corriger le français ou est-ce que je dois le laisser avec les fautes de l'auteur? Ben, les deux sont intéressants. Et notamment, laisser les fautes, ça peut être intéressant parce que ça me permet de montrer que l'auteur avait un niveau de français élevé, mais finalement qu'il n'était pas tout à fait bilingue. Donc voilà, il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Même dans des cas où on pourrait dire il est évident qu'il faut corriger, par exemple, si vous dites une date de naissance qui n'est pas la bonne, ou l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922 en italien, si la personne a écrit 1932, peut-être qu'il faut laisser la faute et mettre une note. Moi, j'aime pas trop les notes, mais parfois la note, ça peut vraiment servir à éclairer ce genre de problème quand on n'arrive pas à les résoudre. Et on ne sait pas toujours comment les résoudre. Voilà. Parce Donc, que finalement, il faut respecter le texte original et l'auteur original. Absolument. Alors après, ça peut être une coquille dans l'édition d'origine, auquel cas, mais c'est une question d'appréciation. Est-ce que l'auteur a fait exprès ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas de montrer qu'il s'est trompé? Est-ce que, puisque le lecteur du texte d'origine, par exemple l'italien, a accès au texte avec une erreur dedans, pourquoi dans le texte français je corrigerai si c'est une erreur de l'auteur? Peut-être qu'il faut que je lui garde son erreur. Hein, s'il dit, il appelle Benjamin, au lieu de l'appeler Walter, il l'appelle Georges, Georges Benjamin. Bon, est-ce que je dois corriger Walter Benjamin? Tant pis, il a écrit Georges, peut-être qu'il faut que je laisse Georges. Ou alors, c'est vraiment une distraction et il va me demander de corriger, comme dans le cas que je vous ai raconté tout à l'heure avec les 5 musiciens qui, en principe, n'étaient que 4. D'accord. OK. Et bon, pour finir, quel conseil donneriez-vous à un apprenti de traduction? Ben, alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup, beaucoup lire. Beaucoup lire dans la langue, surtout dans la langue cible. Bien sûr, c'est très important de connaître la langue de départ. Mais j'ai envie de dire que c'est encore plus important de connaître la langue d'arrivée. Je ne connais pas très bien le portugais, je lis le portugais, mais je ne suis pas expert du tout en portugais. Je lis l'espagnol, je ne suis pas du tout expert en espagnol comme je suis expert en italien. Je connais l'italien comme le français, la grammaire italienne, la littérature italienne, les registres italiens, l'histoire de la langue italienne, je connais ça très très bien. Je ne connais pas du tout l'espagnol de cette façon-là, ni le portugais. Et pourtant, je pense que je peux traduire des textes contemporains, en tout cas, du portugais ou de l'espagnol, parce que je connais, je ne dis pas que je peux faire des traductions qui soient exactes, fidèles et tout à fait respectueuses du texte. En revanche, je peux très bien traduire des textes, y compris de langues que je ne connais pas extrêmement bien, parce que je connais extrêmement bien la langue dans laquelle je traduis, le français. Donc, et d'ailleurs, il y a des traducteurs qui font ce genre d'expérience. Il y a Bernard Noël, le poète, il y a René de Sécati, qui ont traduit tous les deux du japonais, de la poésie japonaise vers le français. Or, je sais qu'ils ne connaissent pas le japonais. Et donc, ils ont traduit avec un coéquipier qui, lui, connaît le japonais, qui n'est pas forcément poète, qui leur donne une traduction littérale du texte, et ensuite, eux le mettent en forme en fonction de ce qu'ils ont compris, le mettent en poésie, parce qu'ils connaissent fort bien la langue d'arrivée qui est le français. Donc mon premier conseil, c'est connaître, mais pas superficiellement, connaître, explorer, et c'est une aventure qui dure toute la vie. Je continue à découvrir le français alors que j'ai 60 ans et ça fait un moment que je le pratique. Explorer le continent énorme de la langue vers laquelle on traduit. Et bien sûr, connaître quand même bien, très très bien, la langue source, la langue depuis laquelle on traduit. Mais d'abord, le premier conseil, c'est lire beaucoup dans la langue d'arrivée. C'est ça qui est très important.
Et le deuxième, c'est lire beaucoup dans la langue depuis laquelle on traduit, dans la langue de départ. C'est pour ça que vous avez des gens qui traduisent de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol et du croate. Je dis n'importe quoi, mais vous avez des traducteurs qui, parce qu'ils veulent en vivre, réussissent à traduire depuis 4 langues. Il est peu probable qu'ils aient le même niveau dans toutes les langues. Il est peu probable qu'ils soient à la fois bilingues français-anglais, bilingues français-italien, bilingues français-espagnol, bilingues français-croate. Par contre, ils connaissent très très bien le français, ils connaissent sûrement très très bien une des 4 langues, et ils connaissent pas trop mal les 3 autres. Et ils peuvent donc traduire, parce que, ils savent, ils ont conscience de ce que c'est que la traduction, quelle que soit la langue de départ, et 2, ils connaissent extrêmement bien la langue vers laquelle ils vont, et donc ils maîtrisent très bien les nuances et les registres et la possibilité de moduler et de dire ce qu'ils ont envie de dire dans la langue d'arrivée. Il y a l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai retraduit en 98, Campane. Il y avait une traduction qui existait depuis 20 ans, qui a été faite par un traducteur professionnel qui traduisait de plusieurs langues, qui s'appelait Michel Saget. Et manifestement, il ne connaît pas très bien l'italien, parce qu'il y a des erreurs sur les temps des verbes, il y a des incompréhensions, il y a des contresens grammaticaux, disons. Mais cependant, sa traduction, elle est très bonne. Poétiquement, elle est très bonne. Et pourtant, il y a des fautes. Et il y a d'autres traductions qui peuvent exister d'un texte qui va être une traduction qui va être tout à fait juste grammaticalement. Le sens des mots, c'est bien ça. Les tournures grammaticales, c'est bien ça. Le temps des verbes, c'est bien ça. Et pourtant, la traduction n'est pas bonne. Parce qu'il n'y a pas le génie de la langue d'arrivée, l'intelligence de ce que c'est d'écrire en français ou dans la langue vers laquelle on traduit, peu importe. Hein. L'intelligence de l'écriture, la créativité dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que vraiment, le premier conseil, c'est il faut connaître dans les moindres détails et continuer de découvrir toute sa vie la langue vers laquelle on traduit. D'accord. Donc votre père avait raison, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais après, ce que fait un bon traducteur, c'est aussi un point d'originalité ou un point personnel, non, dans le style, parce que vous me dites, on a un texte correct, mais que poétiquement ne transmet pas, et d'autres avec des erreurs, et pourtant on a une énergie dedans. Ben oui, comme que dans la vie. Ça, c'est un petit peu mystérieux. Qu'est-ce qui fait que tel compositeur fait des choses qui nous emportent et tel autre, alors qu'il connaît très bien la musique aussi, des choses qui nous parlent pas beaucoup. C'est assez mystérieux, en partie subjectif, en partie, je crois, en grande partie lié au travail. Moi, je crois beaucoup au travail. Hein. Je crois, je sais pas ce que c'est le talent, je sais pas ce que c'est l'inspiration. Je sais que si je suis devenu un traducteur plutôt pas trop mauvais, c'est parce que j'ai énormément travaillé et que je continue à travailler énormément. Je pars du principe que tout pose problème en traduction. Il faut se poser des questions du premier au dernier mot et pas faire comme si ça allait de soi. Rien ne va de soi dans la traduction. C'est vraiment un art martial, quoi. Il faut mesurer chaque geste. Pour moi, c'est comme ça en tout cas. Hein. Je peux dire un art martial pour le cerveau. Un art martial pour le cerveau, mais pas que, parce que c'est physique quand même. Hein. C'est physique. Ah, l'activité intellectuelle et physique aussi, oui. Oui, d'accord. Il faut avoir l'énergie physique. Ouais, l'esprit en tout cas, pour pouvoir être là-bas et se submerger dans le texte. Mens sana in corpore sano. Totalement. Disaient les latins. Oui, totalement. Et alors, c'est ça en fait, si vous voulez partager avec nous pour finir le meilleur souvenir, par exemple, que vous avez lié avec la traduction. Et, comme ça. Ah ben, j'en ai plein des meilleurs souvenirs, mais j'ai souvenir d'un roman
que j'ai traduit en 2010 et où je riais tout seul en traduisant certains passages. Ah oui. C'est un roman autobiographique qui parle des dialectes en Italie. C'est un roman de 1963, mais ça raconte l'enfance d'un écrivain dans les années 20, dans une région qui est la région d'origine de ma famille d'ailleurs en Italie. Et il y a des passages, notamment il décrit un match de foot ou d'autres choses. Il y a des passages que je riais en les traduisant. J'étais obligé de m'interrompre parce que je ne pouvais pas avancer dans la traduction à cause de mon rire en lisant Tu le texte. prenais du plaisir Ah oui, j'ai pris un plaisir à traduire ce roman extraordinaire et ça, c'est un très bon souvenir de traduction. Et en plus, c'est un double bon souvenir parce qu'il y avait une difficulté extrême à rendre compte du fait qu'il y a une partie de la narration qui est en italien, mais il y a des incrustations extrêmement nombreuses du dialecte de la région de l'auteur, à côté de Vicence en Vénétie, la région de Venise. Donc il y a des comptines, par exemple, hein, des chansonnettes pour enfants en dialecte. Il y a des mots, des expressions, des locutions. Il y a des notes avec des mots en dialecte. Donc, comment faire? Comment traduire d'un côté un italien classique avec dedans une langue qui n'est pas de l'italien? C'est un peu comme si vous aviez un roman espagnol avec des morceaux de catalan dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'ai inventé quelque chose dont j'étais relativement content, qui a beaucoup plu à l'éditeur. Et donc, c'est un double bon souvenir parce que en y repensant, je me dis, c'est incroyable que j'ai réussi à faire ça. Je n'en reviens pas d'avoir réussi. Je me dis, si je devais le refaire aujourd'hui, je n'y arriverais pas. Tu ne saurais pas comment, mais Non, enfin, je sais pas ça a comment été j'ai fait. fait. Ça a été fait, je ne sais pas comment j'ai fait. Et donc, outre que le livre me faisait rire par endroits, et c'est un très beau livre littérairement parlant, en plus, je suis assez fier de ce que j'ai fait comme travail. Donc, c'est un très beau souvenir, effectivement, de traduction, ça. Donc, vous avez réussi à traduire vers le français et en incluant les dialectes, le dialecte C'est ça, italien. Hein. c'est ça. D'accord, intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour Merci à vous. votre temps, pour este intercambio muy enriquecedor, interesante. Eh, y bueno, muchísimas gracias.